Bonjour Sandrine Josso. Bonjour Sonia De Villers. D'un drame personnel, d'un choc physique et psychique, profond et intime, vous avez donc fait un geste politique. Un geste politique pour sortir toutes les victimes de l'ombre, des femmes, beaucoup de femmes, mais aussi des enfants soumis chimiquement. Et ça, je l'ai appris au fur et à mesure du temps, que c'est vraiment une urgence de santé publique. Une urgence de santé publique. Dans le rapport, vous dites que l'urgence, elle ne tient pas au caractère nouveau ou inédit des faits. D'ailleurs, vous mentionnez la première description clinique de la soumission chimique, elle date de 1982 en France. Vous parlez de l'état de la menace. Pourquoi l'état de la menace ? La menace, elle est dans notre sphère privée. Et donc déjà, ça c'est très important. Ensuite, il y a aussi un biais. On pensait que ça arrivait plutôt dans les soirées, boîtes de nuit. La drogue du violeur. Exactement. Alors que dans 82% des cas, ça arrive dans la sphère privée, amicale, familiale, et puis à des fins nombreuses, bien sûr, d'agression, de viol, d'inceste. Donc plus j'ai avancé sur le sujet, plus j'ai découvert l'enfer du décor et l'envers du décor. Ouais. Alors, quand je dis enfin, c'est que l'année a été marquée par ce procès retentissant, mondialement suivi des crimes commis à Mazan. 83 violeurs dénombrés par la police, 54 identifiés, 51 jugés. Tous violés tous condamnés pour avoir violé ou agressé Gisèle Pelicot, inerte et inconsciente. Est-ce que le regard a changé sur la soumission chimique ? Le regard a changé, on comprend ce qu'est la soumission chimique. Oui. Maintenant, attention, parce que la soumission chimique, avec le procès de Gisèle Pelicot, là, effectivement, on avait des preuves. Mais la bataille aujourd'hui, c'est l'accessibilité à la preuve, ce qui est très compliqué, et c'est pour ça que moi j'ai qu'une obsession dans ce rapport, c'est de faciliter l'accessibilité à la preuve et aussi le traitement judiciaire. C'est-à-dire que, comme toutes les femmes, parce que vous dites 82% des victimes de soumission chimique sont des femmes, comme toutes les femmes victimes de soumission chimique, Gisèle Pelicot n'a aucun souvenir. Mais en revanche, elle a des traces, elle a des images, elle a des preuves. Alors que dans 90% des cas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'ailleurs, par exemple, la fille de Gisèle Pelicot, Caroline Darian, elle a été la grande oubliée de ce procès. Elle a eu quelques photos, effectivement, mais par exemple, on n'a pas fait l'analyse séquentielle de ses cheveux. Vous voyez, c'est une course contre la montre. Donc quand on est, on va dire, en retard pour prélever le sang, et par exemple l'urine, il y a encore une solution, c'est l'analyse séquentielle des cheveux. Mais on ne le fait pas aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas et effectivement on n'a pas le réflexe. Et puis voilà, de vous à moi, ça coûte très cher. Alors justement, soyons extrêmement précis car il y a 50 recommandations dans votre rapport que vous avez co-dirigé et co-rédigé avec Véronique Guillotin qui est donc elle-même médecin et sénatrice. Il y a 50 recommandations. Il y en a 15 à mettre en œuvre d'urgence, réclamez-vous. Dès 2025. Dès 2025, dont un kit de prélèvement. Alors, le kit de prélèvement, qu'est-ce que c'est ? Parce que Michel Barnier avait parlé de kit de détection. Et vous dites, non, pas un kit de détection. Il faut avoir des réponses qui soient vraiment inattaquables à la barre d'un tribunal. Oui. Un kit de détection, en fait, il y a tellement de drogue, finalement, on donne des faux résultats, on donne des faux espoirs. Et donc, à la barre, si vous avez un bon avocat de la défense, eh bien, tout ça devient caduc. Donc, il faut, le plus vite possible, dans les heures qui suivent, faire un prélèvement de sang et d'urine. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'il va falloir mettre en place un protocole, en fait, national, avec bien sûr les hôpitaux, mais aussi dans les zones où il n'y a pas de médecins, eh bien trouver des relais, par exemple, comme des infirmières libérales. Les pharmaciens doivent jouer un rôle dans ces mesures d'urgence au moment des faits. Les pharmaciens, parce que c'est une question d'heure, vous l'avez dit. Absolument, c'est vraiment dans les heures. Plus facilement accès à une pharmacie qu'à un service d'urgence hospitalier. Les pharmaciens peuvent jouer un rôle pour orienter. Il faut avoir ce qu'on appelle des bons réflexes. Les médecins doivent aussi avoir des bons réflexes, mais dans les heures effectivement profondes de la nuit ou par exemple le week-end, il faut à tout prix qu'on puisse avoir des points de prélèvement par des infirmières libérales si on est éloigné d'un hôpital, d'un CHU par exemple, et donc faire en sorte pas de prélèvement chez les pharmaciens.
Non, en fait, il faut des personnes habilitées pour le faire. Une infirmière est habilitée et est diplômée d'État pour le faire. Et de là, il faut, attention, il y a quelque chose quand même à retenir, c'est qu'il faut envoyer ces prélèvements au bon endroit. Donc, il faut vraiment un fléchage pour le parcours du prélèvement pour que ces infirmières, par exemple, envoient au bon établissement, c'est-à-dire au laboratoire qui sera labellisé, certifié, parce que tout le monde ne peut pas être, par exemple, expert en analyse de soumission chimique. Un laboratoire de ville ne peut pas l'être, sauf s'il est répertorié dans le registre national. Et vous réclamez que les prélèvements soient gratuits, même sans dépôt de plainte, parce que vous commenciez à le dire, un prélèvement de cheveux, ça coûte entre 500 et 2000 euros. Ça coûte extrêmement cher, néanmoins, c'est quand même une très bonne solution. Donc, il faut orienter les choses. Et puis, il faut que ce soit facile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à une victime qui est complètement sidérée par ce qui lui arrive, soumise chimiquement, d'aller aussi porter plainte tout de suite. Il faut respecter la temporalité des victimes. Donc, souvent, les victimes, elles veulent aller porter plainte quand elles voient les résultats. Donc, ça les encourage. Donc, il faut encourager la démarche en tout point. Et vous avez entendu ce sujet que nous avons diffusé dans le journal de 7h30 de ces deux jeunes femmes qui, le lendemain d'une soirée dans un restaurant, se sont réveillées à moitié nues dans un champ. Elles ont fait un blackout au même moment. Leur plainte a été classée en 15 jours, mais c'est-à-dire que même leurs médecins généralistes ne savaient pas quoi prescrire comme prélèvement. Vous allez former les médecins généralistes? Oui, il faut des formations pour tout le personnel de santé, les médecins généralistes, mais aussi les personnels du monde judiciaire, médical. Il faut que les magistrats soient formés. Il est hors de question qu'on classe des histoires comme celle-là sans suite. C'est pas possible aujourd'hui. Pour ça, il faut que tout le monde ait les bons réflexes. Et encore une fois, c'est l'accessibilité à la preuve dans le parcours judiciaire. Et c'est ce que je mets en place dans la continuité de mon rapport, un groupe de travail avec l'élaboration d'un cahier des charges pour un parcours judiciaire et un parcours médical parfait pour accéder aux preuves. Parce que c'est ça aussi l'histoire de Gisèle Pelicot. C'est la méconnaissance totale, voire l'incompétence totale. Personne n'a pensé à faire de prélèvement sanguin à cette femme, qui pourtant montrait des dysfonctionnements et des pathologies tous azimuts. C'est ça, personne n'y a pensé, personne n'a investigué le doute, et aujourd'hui, on se retrouve avec des médecins qui veulent bien faire, mais qui ne sont pas formés, qui font parfois des prélèvements, qui les envoient au laboratoire de ville qui n'est pas référencé, et donc là, en fait, la victime, elle a plus que ses yeux pour pleurer. Donc, la formation, elle est indispensable, on est bien d'accord. Dans ces mois de travail avec Véronique Guillotin et puis tous les acteurs qui vous ont entouré, vous avez notamment collaboré avec Caroline Darian, vous êtes la marraine de son association M'endors pas. Est-ce que vous êtes parvenue à quantifier ce phénomène, à juger s'il est en progression? Alors, on s'est appuyé sur le centre de référence des agressions facilitées par les substances, qui est piloté par Laïla Chawachi. Il faut savoir qu'entre 2021 et 2022, il y a une augmentation de 69%. Mais les chiffres aujourd'hui, étant donné que les signalements sont très, on va dire, difficiles, il y a très peu de victimes qui ont des preuves, très peu de victimes qui portent plainte, on n'est pas en mesure d'avoir un recensement correct. Donc aujourd'hui, il faut travailler à faire en sorte que, d'une part, on puisse avoir un recensement partout en France, et puis bien sûr aussi en Outre-mer. Les chiffres aujourd'hui, ce ne sont pas les vrais chiffres. C'est pour ça qu'il faut suivre tout ça de très près. Il faudra annuellement faire des bilans. Et comment est-ce que les victimes sont sédatées ? Par le premier vecteur, malheureusement, c'est le détournement du médicament, ce que vous avez dans votre boîte à pharmacie. Donc, vous voyez, c'est quand même assez terrible. Ensuite arrive, par exemple, la MDMA, mais le premier vecteur, c'est quand même le médicament, sachez-le. Le médicament, voilà. Vous avez porté plainte contre le sénateur Joël Guerriau, que vous accusez de vous avoir drogué. Il y a un mois, le parquet de Paris a requis un procès contre lui. Sa ligne de défense, c'est de vous avoir involontairement drogué, de s'être trompé dans la manipulation des coupes de champagne. Parmi vos recommandations, il y a aussi une modification du code pénal. Vous voulez une aggravation de l'accusation en cas de soumission chimique. Oui, parce que, vous voyez, en fait, mettre quelqu'un en vulnérabilité, très souvent, voyez ce qui se passe, c'est qu'on met la personne dans une vulnérabilité avec, par exemple, de l'alcool. Et après, on dissimule la substance discrètement. Donc, vous voyez, c'est quand même très aggravant de profiter d'une situation ou même parfois, en fait, de violer une personne et en sachant très bien
rien qu'elle n'est pas en mesure de consentir. Donc là, on a quand même un sujet là-dessus. Et sur les prédateurs, eh bien, effectivement, malheureusement, de plus en plus, ils ont des combines qui sont sophistiquées, parce que tout ça se passe en fait avec des conseils sur le dark web. Et ça, il faut faire très attention à ça. Et l'impunité, aujourd'hui, elle ne doit pas perdurer. Ça, c'est important. Il faut que ça cesse. Rapport remis à 17h. Merci Sandrine Josso. Je vous en prie.